Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission avec les pros des pronos et puis les pros du football également. Nos fins limiers sont là, comme chaque jeudi soir, il y a avec moi Maître Pascal Bon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Rouni, bonsoir à tous. Bonsoir Patrice Basile. Bonsoir à tous. Bonsoir Guillaume Michaud. Bonsoir les footeux. Une invitée ce soir, il s'agit d'Emilie Maver, voilà, ancienne joueuse de l'Atlético Oristano en Italie, qui aujourd'hui est sans club, qui est de passage en Guadeloupe. Bonsoir Émilie. Bonsoir Ronny, bonsoir à tous. Parlez-moi un peu de cette aventure italienne. C'était une très belle aventure d'1 an et demi. J'ai beaucoup aimé mon passage là-bas. Alors le Covid a fait que malheureusement je suis revenu en Guadeloupe. Mais sinon, c'est une très très belle aventure que j'ai vraiment appréciée, quoi. Comment vous avez atterri dans le football et en particulier justement ce cercle fermé du football professionnel? Alors, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. Ma famille a toujours été une famille de footeux, donc c'est vrai que pour moi, c'était comme Obélix tomber dans la potion magique. C'était un peu tomber dans le foot en fait. Donc j'ai un oncle ancien semi-pro qui a joué à Niort, Eric Maver, qui a fait partie de la solidarité scolaire, avant de malheureusement décéder. Mais sinon, toute ma famille sont des footeux invétérés. Et vous avez commencé comment? Alors j'ai commencé à l'escarénage avec Eric Davillé. Par la suite, à 15 ans, j'ai dû m'arrêter. Parce que le foot, en fait, chez les filles, il faut savoir qu'à partir de 15 ans, on est obligé de s'arrêter. On ne peut pas continuer avec les garçons. Donc c'est un peu ça la difficulté du foot féminin. Ça a changé un peu depuis? Non, pas vraiment. C'est toujours un peu la même chose. Malheureusement, c'est toujours la même chose. On est toujours obligé de s'arrêter à 15 ans ou sinon à 16 ans de commencer à jouer en régional 1 avec les filles, quoi. Les grandes. Donc il n'y a pas ce passage-là maintenant. Il commence à y avoir des sections. Donc ça, c'est bien. À quel moment vous êtes parti et quels sont les clubs que vous avez fréquentés en Europe? Alors c'est un peu long, mais je vais essayer de faire court parce que je vois qu'on est parti. Je suis partie de la Guadeloupe à 19 ans. J'ai joué en universitaire à West et les collèges, à Los Angeles. Ensuite, je suis passée par le Canada à l'UQAM. Après le Canada, j'ai fait une pause, je suis revenue en France. Et c'est là où j'ai voulu tenter de passer en professionnel. Donc j'ai fait ce grand saut et je suis partie en République tchèque. Donc par la suite, j'ai fait la République tchèque, l'Espagne, l'Italie, Chypre. J'ai été faire des essais en Irlande. Je me suis entraînée aussi en Suisse. À l'UEFA avec 2 amis maintenant conseillers suisses. Donc c'est vrai que j'ai eu un parcours assez particulier, mais bon, qui est propre à moi. Très bien. Et là, en ce moment, vous êtes en Guadeloupe et vous attendez quoi? Un appel d'un club ou encore de jouer en Régional 1, par exemple? Alors, j'attends plus un appel de club. Là, je me reprépare physiquement parce que on perd, forcément, quand on s'arrête comme ça aussi longtemps, on perd en niveau athlétique. Donc là, je me reprépare au niveau athlétique pour pouvoir repartir plus forte. Donc voilà. Si vous avez besoin d'un agent, on a ce qu'il faut. On a Jean Richara, nouvel agent donc FIFA, agréé FIFA. Donc on a quelqu'un avec lequel on travaille. Donc on peut vous mettre en contact avec Jean et qui se fera un plaisir de vous trouver un club. Les amis, on va parler de football. On va également parler de paris sportifs. On le sait en toute fin d'émission puisqu'il y a cette grille numéro 17 du Parion Sport Loto-Foot 15 à valider avant dimanche 9h55. Retenez bien cette heure. Il y a 500 000 € à gagner au premier rang. Bien évidemment, si vous avez les 14 bons numéros. Et puis Maître Pascal Bon, en fin d'émission, vous aurez à plaider pour un client. Il s'agit de Guardiola, accusé de dilapidation des points des Citizens. Qu'est-ce que vous allez plaider? Allons-y, acquittement. Acquittement. Ah oui. Acquittement pour Guardiola. On va voir ça tout à l'heure. Messieurs, Ligue des Champions, plus de clubs français, ça y est. Lille a été battue par Chelsea. La grosse surprise est venue de Turin, où la Juve s'est faite sortir par Villarreal. 3-0, s'il vous plaît. On ne parle pas du score, mais c'est net et sans bavure. Et puis, les autres, c'est un peu du classique. Sauf quand même les Portugais de Benfica qui sont allés créer la surprise, ce qu'on n'attendait pas forcément du côté de l'Ajax.
Mais oui, moi je trouve ça très intéressant. Vous connaissez mon goût pour tout ce qui est un peu qui bouscule les habitudes. Et c'est vrai que de retrouver Benfica et le Villarreal en quart, moi je trouve ça génial avec la manière, parce qu'ils ont pas démérité. On a vu une belle équipe et puis je vais titiller encore les Parisiens. Tout rôle et Emery, bon voilà, ils sont au niveau. Et puis soyons sérieux, après cette belle victoire en Ligue Europa l'année dernière, on sent que le Villarreal il est encore là costaud. Et moi j'aime beaucoup le petit Gérard Moreno, attaquant très constant, leader aussi d'équipe. Et puis derrière, bien évidemment, on a vu disparaître tout ce qui était un petit peu branlant, qui tenait, voilà. Chelsea, Lille, moi je dis, je suis un peu circonspect. On a une espèce d'attitude française qui sont contente de dire on a bien joué sur les 2 matchs, c'était pas mal. Cette situation même des dirigeants, c'est un peu spécial. C'est le signe un peu à la française, mais à l'étranger, on était déçus, on serait capable de pouvoir dormir, il faudrait des cachets, mais en France, on est satisfait. Lui, il a fait le beau parcours. Voilà. Messieurs, de plus à rajouter. On ne pouvait pas espérer tellement plus de la part du LOSC. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont touché le poteau. Donc c'est vrai que c'est ce qu'il en ressort, c'est que finalement ils ont atteint leur limite et ils ont été un peu malchanceux au tirage, finalement, je pense, en tant que Chelsea. Et puis par rapport à Benfica, leur cote était quand même à 9, donc bravo à eux, quoi. Ils ont eu une seule occasion, ils l'ont mise au fond, avec le futur Cavani et Darwin Nunez, donc joueur à suivre, et puis on verra ce que ça donne au prochain tour, sachant que voilà, il reste encore pas mal de favoris malgré tout. Messieurs, dames, voici venue l'heure de vous présenter la grille du Parion Sport l'Autofoot 15, la grille numéro 17. Elle s'affiche à l'instant sur vos écrans. Il y a 14 rencontres à pronostiquer. Marseille, Nice, Reims, Lyon, Rennes, Metz, Bordeaux, Montpellier, Angers, Brest, Lorient, Strasbourg, Real Madrid, FC Barcelone, le Classico, FC Séville, Real Sociedad, Tottenham, West Ham, Bologne, Atalanta de Bergame, AS Roma, Lazio de Rome, FC Cologne, Borussia de Dortmund, Nottingham Forest, Liverpool et Southampton, Manchester City. Vous avez bien compris qu'il y a les 2 derniers matchs sont un peu détachés. Il s'agit de quart de finale de la Cup anglaise. C'est parti, messieurs. On a exactement 8 minutes pour les 4 matchs que nous devons pronostiquer, les 4 premiers matchs de cette grille. On commence par Marseille-Nice. Nice qui reste sur 3 matchs sans défaite, mais à Marseille, eh bien, les Aiglons n'ont plus gagné depuis le 8 novembre 2015. Ils restent sur 4 défaites de rang du côté de la Canebière. Je vous propose de regarder l'historique des rencontres entre les 2 formations très rapidement. Voilà, 62 victoires pour Marseille, 31 victoires pour Nice et 26 matchs nuls. Le pronostic de Pascal Bon. L'heure de vérité. Un bon Marseillais, on est ce qu'on appelle le nœud gordien de la saison. Malheur à celui qui perdra. Parfaite égalité, malgré le classement, 50 points pour les deux. À domicile, il faut que si Marseille veut mériter son statut de dauphin, parce que bon, Paris est un petit peu loin, bien que, je sais pas. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Pour être dauphin, en tout cas, voilà, le challenge va se jouer en France sur le dauphin. Donc, malheur au perdant. Donc, je vois une victoire, parce que je suis Marseillais à domicile, et puis une grosse sorte de beau match qu'on ne voyait pas aussi bien le week-end dernier. Mais bon, Nice, c'est une grosse écurie en face. Ils ne sont pas 3e, en tout cas, même égalité de points par hasard. Donc, match très ouvert. J'ai gardé ma couverture totale pour mon autre match, mais c'est un match, pour moi, il n'y aura pas de match nul. Pas de match nul comme moi-même. Je vois bien la victoire de part et d'autre. Patrice Basile. Oui, ce sera un match de gala, c'est clair. Match à 6 points, match déterminant, effectivement, pour la place de dauphin. Alors maintenant, savoir qui va gagner ou qui va perdre. Moi, je pense que sur ce match-là, c'est pas parce que je suis pas anti-Marseillais du tout. Hein. Oui, bien sûr. Simplement Marseille. On va vous croire. Marseille a du mal chez eux, c'est un constat, il faut le dire. Nice, moi j'ai toujours considéré que Galtier était un petit peu une sorte de sorcier. C'est pas par hasard qu'il a joué contre Paris 3 fois et qu'à 3 fois il les a embêtés. Donc c'est qu'il sait tactiquement comment jouer une équipe comme Marseille. Donc je pense qu'il leur réserve peut-être une petite surprise. Donc moi je suis parieur, donc je vais m'imiter pour une victoire de Nice, parce que je pense que Nice réserve une petite surprise à Marseille, qui vient de jouer contre Bâle, qui s'est honnêtement qualifié. Donc sur le papier, je pense que Nice est favori. Je pense que ça va être un sacré duel tactique entre les 2 entraîneurs. Je pense petit avantage à Galtier du point de vue du talent tactique, on va dire.
Marseille a joué en milieu de semaine, ce qui rajoute un peu de fatigue. Et de l'autre côté, on a un Benitez qui sort de 4 clean sheets, c'est assez impressionnant. Il a notamment arrêté un penalty la semaine dernière. Donc je vois mal Marseille marquer ce week-end. Je mettrais donc un match nul ou une victoire de l'extérieur pour Nice. Émilie, alors votre pronostic? Alors très honnêtement, j'ai de la famille marseillaise, donc je suis pas marseillaise moi-même, mais je dirais Marseille pour l'avantage domicile. Après, j'ai un petit coup de cœur pour Christophe Galtier, parce que j'estime que c'est l'un des entraîneurs français les plus sous-cotés. Enfin, si c'est pas l'entraîneur français le plus sous-coté, parce que je le trouve intéressant dans ce qu'il fait. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs. Nice est très embêtant. Nice est très très embêtant et c'est vrai que je ne peux pas. Je vais donner à Marseille la victoire parce qu'ils sont à domicile. Mais je dirais de ne pas oublier Nice, en tout cas. De pas complètement mettre tout sur Marseille. Si Marseille ou nul. Très bien, match suivant, match numéro 2 entre Reims et Lyon. Lyon qui ne rugit plus en championnat et qui n'a plus gagné à Reims depuis le 26 avril 2015. Une réaction est attendue. Je vois la victoire lyonnaise. Je vous propose rapidement également l'historique des rencontres entre les deux formations. 29 victoires pour Reims et oui, 17 pour Lyon. Et il y a exactement 15 matchs nuls entre les deux formations. Mais bon, vous savez que Reims a fait les beaux jours du football français et a eu pas mal d'occasions de mettre des culottés aux Lyonnais. Ça, c'était avant. Oui, c'est vrai qu'on pourrait d'ores et déjà dire que ce serait une confrontation déséquilibrée. Voilà, on balaye, on met donc Lyon, victoire à l'extérieur. En même temps, je vois qu'au niveau de classement, il n'y a que 6 points qui séparent le 12e du 10e. Donc il y a la version Lyon Europa et la version Lyon Championnat qui coince. Donc on peut opter pour une victoire à l'extérieur des Lyonnais, puisqu'ils ont quand même l'effectif, je l'ai dit, depuis le mercato d'hiver. Normalement, on ne perd plus de rendement que ça, en tout cas championnat. Mais il y a une équipe de Reims qui a un petit renouveau, qui nous a planté la semaine dernière face à Angers. On ne voyait pas cette victoire à l'extérieur de Reims. Donc pourquoi pas un match nul aussi? Donc match nul ou bien une victoire de Lyon à l'extérieur. Bon, moi j'ai toujours cette problématique, c'est qu'est-ce qui se passe avec Lyon, qui a pourtant un effectif qui est quand même sympathique, qui vient récupérer Fèvre. Effectivement, je n'arrive pas à bien comprendre ce qui leur arrive en championnat et ils sont en train de reproduire la saison de l'année dernière. Et en face, on a un Reims qui, qui est une équipe en fait de tableau mou, hein, qui n'est pas très intéressante à regarder jouer. En plus, il leur manque leur principal joueur, c'est Kitike. Donc, je pense quand même que Lyon va se refaire une santé sur Reims parce que ils vont rester sur une défaite comme celle qu'ils ont subie à Rennes contre Rennes. Ça a été, à mon avis, c'est pas simple pour eux. Donc, je pense que je vais miser Lyon. Parce que justement Lyon a à se faire pardonner et a des points surtout à récupérer s'ils veulent finir le championnat en bonne position. C'est vrai que du point de vue de l'effectif, Lyon est quand même largement favori, surtout avec l'absence de Ekitike. Après, Lyon, je trouve que c'est un peu tout ou rien. Ils sont capables d'enfoncer des équipes et de prendre des gifles à domicile. Et Reims, c'est un peu l'inverse. Ils font des fois des surprises. Ils ont battu Monaco un peu à la surprise générale. Ils ont fait un coup à Angers. Donc c'est un peu tout ou rien aussi finalement. Donc je vais miser le tout ou rien, donc le 1 ou le 2, victoire de l'une ou de l'autre des deux équipes. Alors pour moi, de cœur, ça sera Lyon. Alors je dirais Lyon ou nul, mais pour moi tout de suite c'est Lyon. Je me parie d'argumentaire là-dessus. Victoire de Lyon pour Émilie. Match numéro 3 entre Rennes et Metz. C'est historique tout de suite des rencontres entre ces deux formations. Voilà, j'aime bien le synthé à l'abordage. 37 victoires pour les Messins, 32 pour les Rennais et 23 matchs nuls. Sachez quand même que Rennes est l'une des équipes qui produit le plus de jeux en ce moment. Rennes qui a remporté les 4 derniers matchs et qui ne compte pas bien évidemment s'arrêter en si bon chemin. Mais attention quand même à Metz qui n'a pas encore dit son dernier mot s'agissant du maintien. Donc là aussi, c'est un match à fort enjeu. Ben, écoutez, on y sur ce match-là, je dirais par ailleurs, pour moi, ça reste on va dire, l'élément de la grille un peu facile à pronostiquer, même s'il y aura la fatigue, puisqu'ils ont gagné aujourd'hui face à Leicester 2-1, je crois. Encore Bourigeaud qui fait les siennes. Bon, on l'a dit, l'abordage, parce qu'il y a des vagues de beaux jeux et tout le monde peut marquer. Et il y a une forme aussi, il y a une forme à Rennes en ce moment, qui ne sera pas entravée face à Metz, à mon sens. Le 4e, même s'il est à un point de moi, je voudrais qu'il soit ralenti. Marseillais que je suis, mais je reste quand même sur une victoire sèche de Rennes. Oui, c'est vrai que là, c'est compliqué d'imaginer autre chose qu'une victoire de Rennes, d'autant que là, ils sont vraiment partis pour décrocher la lune. Ils ont un parcours exceptionnel. Et en face, il y a un Metz qui a perdu, je crois, ses 7 derniers matchs, qui a marqué 0 but.
Donc je pense que là, ils sont vraiment dans l'ascenseur destination Ligue 2. Et je les vois mal faire quelque chose contre un Rennes qui, aujourd'hui, effectivement, avec des Laborde et des Terriers en feu, est capable de battre aujourd'hui n'importe quelle équipe. Hein. Donc non, mais là, je peux pas dire autre chose que Rennes gagnant et largement. On aurait peut-être pu espérer, parce que Metz, au début de saison, se déplaçait plutôt bien. Là, c'est plus trop le cas, ils ne marquent plus. Et Rennes marque à tous les matchs. Donc, clairement, gros avantage à Rennes, pas photo, ce serait une victoire de Rennes. Je suis complètement d'accord avec l'avis de tout le monde. Ça serait Rennes en victoire. Et puis, je vois pas comment Metz se sort de toutes les vagues rennaises comme ça. Je vois pas. Victoire de Rennes, donc sans hésitation, aucun dernier match de cette première partie. Il s'agit de Bordeaux-Montpellier, encore un match compliqué à pronostiquer puisqu'une équipe bordelaise qui est en pleine déconfiture. On regarde l'historique des rencontres entre les deux formations. Tout de suite à l'écran, 32 victoires bordelaises, 18 pour Montpellier et 13 matchs nuls. Mais Montpellier est invaincu depuis 4 matchs face aux Bordelais. Bordeaux qui n'a plus gagné depuis le 18 mars 2017 face à cette équipe Montpellier-Rennes. Ça va être très compliqué pour les Bordelais, mais je crois au sursaut d'orgueil. Je vois bien une victoire bordelaise. Ben, moi, je vois plutôt une victoire nette et claire de Montpellier à l'extérieur, malgré les déconvenues de ces jours-ci. Même Savanier qui nous fait une sorte de panenka bidon. Voilà, c'est pas bon pour la confiance, mais il y a quand même du jeu. On sent que quand même, je l'ai dit, malgré Andy Delors, tout ça, les gars qui sont partis, là-bas, tout ça, les gars, ils ont une super équipe. Des fois un peu maladroite, c'est pour ça qu'ils ont eu un petit peu des résultats à Tancy. Mais Bordeaux, pour l'instant, malgré qu'ils soient à domicile, je ne vois pas comment ils pourraient être en train d'un système de jeu montpellierien qui va peut-être bien satisfaire un petit peu face aux errements. On le dit chaque fois, aux errements défensifs de Bordeaux, parce qu'au niveau de l'attaque, il y a beaucoup mieux. Avec les nouvelles recrues, ça joue très bien, mais derrière, c'est pas assez pour pouvoir endiguer les débordements sous les côtés, du côté de Montpellier. Victoire sèche de Montpellier. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Pascal, parce que pour moi, la panenka manquée de Savanier illustre bien l'état d'esprit actuellement de Montpellier. Montpellier aujourd'hui est en manque d'inspiration, semble démotivé. C'est une équipe qui aujourd'hui joue, mais on se demande vraiment s'ils ont envie de gagner les matchs qu'ils jouent, puisque c'est vrai que ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné. Je crois qu'ils ont fait 2 victoires en 9 matchs. Et de l'autre côté, il faut quand même se dire qu'il y a le grand Bordeaux, le Bordeaux qu'on a connu dans les années 90, qui est en train de descendre en Ligue 2. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Il faut absolument qu'ils réagissent. Et je pense que ce match-là, vis-à-vis d'un public qui pour l'instant les laisse tranquilles, ils se doivent de gagner ce match. En plus, il y a Briand qui revient, il y a Costil qui leur a manqué beaucoup, qui est leur gardien qui revient aussi. Donc moi je mise plutôt sur un sursaut d'orgueil de Bordeaux, et je pense à une victoire de Bordeaux. Je pense que du côté bordelais, il y a des grosses carences défensives, on le répète chaque semaine, malheureusement pour Bordeaux. Et côté Montpellier, il y a des carences offensives. Sur les 5 derniers matchs, il y a seulement 3 buts marqués. TJ Savanier, en fait, il ne sait même plus à qui faire la passe parce que les gars, ils loupent tout. Donc, j'étais parti sur un match nul, mais allez, j'ai misé sur la victoire de Montpellier. Ce sera peut-être une petite victoire. Étriqué. Voilà, étriqué. Peut-être un penalty de Savanier avec une panenka, qui sait. avec une panenka réussie, peut-être. Qu'il soit pas. Il est moins bon le gardien en face aussi. C'est vrai que, ouais. Mais bon, moi, honnêtement, je pars sur un nul. Parce que j'arrive pas à voir aucune des deux équipes se départager plus que ça. Peut-être un peu plus Montpellier. Mais sinon, après, honnêtement, je pars sur un nul. Parce que Bordeaux est plus vraiment au niveau du Bordeaux des années 90 et des débuts des années 2000. Ils en sont très très loin. Et donc je pense juste qu'il faut, malheureusement pour un ami bordelais que j'ai, faut juste qu'il descende en Ligue 2 et qu'il se refasse et qu'il remonte. Je pense que ça serait ça. Bon, ça c'est dit. Merci Émilie Mavert. En tout cas, ça c'était la petite phrase qu'il fallait. Juste avant la première pause de cette émission, on se retrouve dans un court instant.
Retour sur le plateau de la feuille de match avec Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et Émilie Mavert, notre invitée du jour. Émilie qui nous a fait montre de toute sa connaissance footballistique lors de la première partie de l'émission. On va poursuivre avec elle et on va poursuivre avec vous, messieurs, sur le reste de cette grille. On va commencer par le match numéro 5, Angers-Brest. Brest et Angers qui n'a plus perdu depuis 4 matchs face à Brest. Mais les Brestois ont remporté 3 de leurs 5 derniers déplacements en terre angevine. Je vous propose de regarder l'historique des rencontres entre les deux formations également. Ça, c'est très important pour nos amis parieurs. Ça leur donne de belles indications également. 10 victoires pour Brest, 8 pour Angers et 8 matchs nuls. On peut dire que c'est quand même très équilibré. Moi, je vois bien la victoire d'Angers ou encore le match nul, mais pas de victoire pour Brest. Je serais totalement désaccord avec vous. On y pour 2 raisons. Premièrement, parce que d'accoutumé, je suis pas trop revanchard ou voilà. Et là dans dur, mais cette fois-ci, puisque j'ai m'a planté la semaine dernière, comptez pas sur moi pour encore compter sur elle, même à domicile. Je compte sur une équipe de Brest, puisque même si elle a pris cette valise de Marseille, j'ai senti quand même que même à 2-0, il y a eu un regain, il y a eu un esprit de pouvoir quand même se battre malgré tout. Donc je pense qu'avec cette dynamique-là, après cette défaite de Reims, puisque bon, ils sont quand même, voilà, ils sont censés être quand même derrière l'équipe de Marseille face à cette modeste équipe, et je pense que Patrice ne pourra pas dire moins, qui est un flambi, enfin c'est une espèce de flan, je sais pas quoi, même pas la vanille. Enfin, Angers, c'est voilà, sans danger justement. Donc victoire pour moi à l'extérieur de Brest. Bon, déjà, moi, j'ai élu ce match bof de la semaine, parce qu'on s'en doutait un peu. Dans Angers, c'est catastrophique ce qui se passe à ce moment, puisque ça fait 7 fois qu'ils perdent de suite. Je pense que les jours de Baticle sont comptés, parce que là, du coup, ils se retrouvent dans la charrette très prochainement des descendants, alors qu'ils étaient très à l'aise jusqu'à présent. C'est incompréhensible. Donc, c'est un match à 6 points déjà, donc ça veut dire que le vainqueur va se retrouver dans le bas du classement vraiment final. Alors, Brest-Angers, typiquement, c'est un match qui doit se finir en nul, hein, en général, parce que c'est un match bof, donc en tant que match bof, ça ne va pas être autre chose. Sauf si effectivement il y a un Chardonnay qui nous met un but de dernière minute. Mais je ne crois, comme je suis Pascal, je suis d'accord avec lui, il n'y a plus rien à attendre de Angers. Je pense qu'ils ont même lâché leur entraîneur, même s'ils perdent très très justement à chaque fois, mais c'est lamentable de voir une équipe descendre à ce point au niveau où ils sont. Donc pour moi, je vais rester sur un match nul, match bof, match nul. Très dur à pronostiquer aussi pour ma part. J'hésitais entre le nul ou la victoire de Brest, parce qu'Angers en ce moment c'est cette défaite, c'est compliqué. Je sais pas s'ils l'ont lâché, j'ai vraiment le doute. Donc je vais quand même tenter le match nul parce que ça reste un match bouffe. On garde des bonnes habitudes, donc on va rester là-dessus. Ouais, moi je suis aussi pour un match nul. Alors ce ne sont pas 2 équipes que je regarde particulièrement, mais je pense que c'est un match nul. Alors Angers est censé être un peu plus favori, mais après je pense que c'est un match nul. Match nul donc également pour Émilie. Match suivant, match numéro 6 entre Lorient et Strasbourg. Historique des rencontres entre ces deux formations, c'est maintenant et c'est tout de suite. Alors, regardez bien, il y a eu 7 confrontations, 3 victoires pour Strasbourg, 2 pour Lorient et 2 matchs nuls. Là aussi c'est très équilibré, mais Lorient n'a perdu qu'une seule fois à domicile face à Strasbourg. Les Strasbourgeois, attention, qui rêvent de plus en plus d'Europe. Moi je les vois bien gagner. Mais moi aussi, moi je vois une équipe de Strasbourg supplantée, pourtant une équipe de Lorient qui a mieux connaît et j'oublie l'autre, nous ont fait aussi perdre ce match. On sentait clairement un peu mieux la semaine dernière. Je vois quand même Strasbourg, je le dis, puisqu'il faut qu'ils puissent, à mon sens, au vu de la saison et du rendement qu'ils ont depuis le début de saison, qu'ils puissent retrouver européens à minima. Donc pour cela, il faut gagner face à cette modeste équipe de Lorient. Victoire de rang pour moi. Alors, je vais rester fidèle à ma tradition, c'est-à-dire que je dis toujours que c'est l'équipe qui a le plus faim qui peut faire la surprise, et c'est vrai qu'on a quand même remarqué une chose, c'est que ce soit Troyes, que ce soit Lorient ou Saint-Etienne, aujourd'hui ce sont des équipes qui rejouent, enfin qui regagnent des matchs, attention à eux. Et donc Strasbourg qui par contre semble un petit peu gavé, semble un petit peu sur le reculoir, avec des joueurs comme Major qui ne marquent plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont besoin d'une remotivation alors qu'ils ne sont pas très loin finalement des places
place européenne. Donc c'est un match compliqué à pronostiquer, donc j'ai préféré prendre mes garanties. J'ai soit une victoire de Lorient, parce que Lorient tout d'un coup va se sublimer face à un match qui leur permettrait de sortir de la zone rouge, ou Strasbourg qui tout d'un coup retrouve ses repères et qui regagne à nouveau. Donc j'ai préféré jouer ou victoire de Lorient ou victoire de Strasbourg. C'est vrai, je partage l'analyse de Patrice sur le jeu de Strasbourg qui a quand même diminué en termes de niveau, il marque beaucoup moins. Mais en face c'est Lorient et bon, il y a quand même un écart de points, il y a 20 points d'écart, ça a une signification à mon sens et c'est là où je mettrais quand même Strasbourg gagnant parce qu'ils ont quand même gardé un peu d'ambition je pense pour essayer de finir dans les places européennes. Donc je vais tenter le 2. Ouais, je pense que pour moi aussi je mettrais Strasbourg gagnant, juste parce qu'ils vont tenter de jouer l'Europe, quoi. Donc quand on veut jouer l'Europe, ça change beaucoup en termes de motivation. Donc je pense que Strasbourg pour moi aussi. Strasbourg, match suivant, nous partons en Espagne pour deux rencontres. La première d'entre elles, c'est le match numéro 7 qui va opposer le Real Madrid au FC Barcelone. Il s'agit du Classico, les Madrilènes qui restent, messieurs, sur 5 succès de rang. Mais je vous propose quand même de regarder l'historique des rencontres entre ces deux formations et vous allez voir que c'est quand même assez équilibré. 54 victoires pour la Casablanca, les Madrilènes, 60 pour le FC Barcelone. Il y a eu 36 matchs nuls entre ces deux formations. C'est là où je ne prendrai pas le moindre risque, puisque tout est possible. Avec Xavi qui a retrouvé, l'équipe de Xavi qui a retrouvé de l'allant, et puis le Real Madrid qui est toujours fidèle à lui-même, une équipe, une valeur sûre du championnat d'Espagne. Oui, Ronny, et puis il y avait un match en retard que le Real a brillamment remporté face à Mallorca le lundi. Donc on a un calendrier quand même assez favorable pour le Real. Et pour autant, j'ai pas mis mon trip sur ce match-là. Je pense qu'il n'y aura pas de match nul. C'est un match de gala, c'est un match, mais je l'ai dit la semaine dernière, on a une équipe du Barça qui se rapproche de son niveau et qui fait que ce match-là est beaucoup moins insipide que le match aller. Par exemple, on sentait que le Real allait avaler Soukeman. Donc là, quand même, je dis, ce match-là, on peut avoir des deux côtés des ambitions offensives certaines. Attention aux défenses, attention au milieu de terrain, ça va se jouer à ce niveau-là parce que devant ça va coulisser de chaque côté et puis on a un Benzema qui tutoie les étoiles, on peut rien y faire. Donc soit victoire à domicile du Real dans sa maison ou un surprenant avec panache, une victoire de Xavi à l'extérieur. Ah ben oui, on retrouve le parfum du Classico des années 2000, où là, effectivement, on a deux équipes qui, cette fois-ci, à mon avis, vont jouer à niveau égal, parce que, encore une fois, le Barça a effectué un retour fantastique de la 9e place à la 3e place, et on sait pourquoi. Parce que devant, il y a des joueurs qui ont le plaisir à jouer, qui ont envie de jouer. C'est Aubameyang, c'est De Jong, c'est Depay. Et ces joueurs-là, apparemment, font aujourd'hui que le Barça redevient le Barça d'avant. Alors évidemment, c'est pas le Barça de Messi et compagnie, mais il fait plaisir à jouer. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que sur ce match-là, le Barça est favori. Pourquoi ? Parce que c'est un Barça qui a faim de prouver à ses supporters que ça y est, il est revenu au niveau. Et puis surtout un Classico. Le Classico, c'est un match qui se gagne. Et le Barça aujourd'hui, je pense, a plus faim que le Real, parce qu'ils ont tout perdu jusqu'à présent, donc ils ont que ça, c'est d'aller battre le Real pour montrer qu'ils sont revenus à leur meilleur niveau. Donc moi j'ai mis Barça vainqueur. Bon, moi j'ai pas pris trop de risques, hein. J'ai fait le froussard, j'ai mis le triple, mais petit avantage au Barça parce qu'il semblerait que Benzema soit touché, il a été touché lors du match contre Mallorca et il n'est pas forcément sûr au moins d'être titulaire, donc voilà, mais je mettrai mon triple quand même, je ne vais pas tenter le diable. Émilie ? Alors honnêtement, ça serait le Real si Benzema est là. S'il n'est pas là, par contre, je donnerais peut-être la victoire au Barça. Je ne vois pas non plus de match nul dans ce match-là, justement parce que c'est un classico, comme ça a été dit, et que le Barça est revenu en forme. Ils ont fait un bon recrutement d'hiver qui fait que devant, ça fonctionne. Aubameyang et Dembélé, ça a recommencé à fonctionner, donc c'est bien pour eux. Donc pour moi, c'est Real ou Barça, l'un des deux.
Merci. Le FC Séville qui accueille la Real Sociedad. C'est déjà le match numéro 8 de cette grille. 8 matchs sans défaite pour Séville face à la Sociedad. Les Sévillans qui totalisent 5 victoires au cours des 8 dernières confrontations. L'historique est déjà là. Merci à Morgan. 34 victoires pour les Sévillans, 36 pour la Sociedad, les Basques de la Real Sociedad. Et puis il y a eu 25 matchs nuls. Cela encore plutôt équilibré sur les 95 confrontations entre ces deux formations. Moi, victoire de l'équipe qui reçoit le FC Séville d'Anthony Martial. Mais oui, d'Anthony Martial et de Koundé, c'est vrai que bon, c'est une équipe qui est qui fait plaisir à voir, qui est un dauphin un peu particulier puisqu'il coince un petit peu en ce moment. Et là, ça se passe pas trop bien en Ligue Europa. Bon, je sais pas. Il va falloir quand même déjouer aussi un jeu musclé. La Sociedad, c'est pas la veste. Et ils ont péniblement gagné 1-0 la semaine dernière. Il va falloir montrer un peu plus au niveau de Séville, mais ils ont la qualité pour le faire. Donc, victoire étriquée, d'être juste, je pense, parce que Sociedad va quand même bien muscler déjà dès le milieu de terrain. Ils ont la capacité de le faire. Oui, c'est un match qui est assez compliqué à pronostiquer, ça c'est certain. C'est un des matchs qui justement fait qu'une grille est difficile ou facile. Moi je dirais que sur ce match-là, il faut donner la priorité à l'équipe qui reçoit. Et c'est vrai que Séville est difficile à gagner chez lui. Généralement, c'est compliqué de battre Séville à la maison. D'autant que Séville voit arriver derrière le Barça troisième, et que si cette équipe veut conserver sa seconde place, je pense qu'effectivement il faut qu'il commence à jouer. Et là, c'est le match ou jamais. Hein, donc moi j'ai pronostiqué Séville pour ces raisons-là. Real Sociedad, c'était un peu l'équipe coup de cœur en début de saison, un peu pas forcément un amas de talent, mais une équipe collective, solidaire. Et puis quand les difficultés ont commencé à arriver, parce qu'on a commencé à les attendre lorsqu'ils étaient deuxièmes, là ils ont commencé à perdre des places. Et, je pense que la magie s'est un peu estompée, donc je mettrais le FC Séville parce qu'en termes d'effectifs, ça reste les favoris selon moi. Émilie. Pour moi aussi, ça serait le FC Séville. Ça serait Séville ou nul, mais un peu plus le FC Séville à domicile. D'accord, le cœur balance un peu plus donc vers le FC Séville. Le match numéro 9 va opposer Tottenham à West Ham. Vous l'avez compris, nous sommes partis en Angleterre. L'historique s'affiche déjà sur votre écran. 51 victoires pour Tottenham, 39 pour West Ham et 21 matchs nuls au total des 111 confrontations entre ces deux formations. Mais Tottenham n'a plus perdu à domicile depuis le 27 avril 2019, soit 3 rencontres, donc une série d'invincibilité de 3 rencontres pour les Hotspurs. Attention quand même, c'est un match à 6 points quand on regarde le classement des deux équipes et surtout le nombre de points entre ces deux formations. Alors moi je vois match ouvert, pronostic ouvert. Moi je vois un match fermé puisque justement personne n'a intérêt à perdre. Pourquoi? Et le titre le dit, courant alternatif. On a un West Ham qui impressionne parce que fallait le faire face à Aston Villa qui joue très bien au ballon depuis quelques temps. On a en face un total renouveau de Tottenham qui a encore gagné un match en retard. Je crois que c'est Brighton encore 2-0. Bon, il y a eu des erreurs un peu défensives. Brighton, c'était pas fameux. Le gardien, franchement, il faut peut 3-4-0. C'est lamentable. Je dis encore une fois, à la CAN, il y avait des super gardiens récupérés en voyant en Angleterre. C'est pas possible. Chaque semaine, on a des bourdes extraordinaires en Première Ligue. Et c'est pour cela que je me dis, ces équipes-là, même si elles ont la capacité de jouer offensivement, elles vont pas vouloir se livrer totalement, donc canasser peut-être un partout ou 0-0, mais pour moi c'est le match bof de l'Angleterre cette semaine. Alors, incontestablement, l'arrivée de Conte a métamorphosé cette équipe de Tottenham qui était un petit peu moribonde jusque-là. Et ça se voit dans le jeu. Le jeu est beaucoup plus flamboyant, plus léché, plus offensif. Et puis surtout, Conte a permis de retrouver un Kane efficace qui s'était un peu éteint après son histoire de transfert avorté, etc. Et ça l'avait beaucoup marqué. Et bien sûr, on ne va pas demander à Tottenham d'aller battre les Chelsea, les City et compagnie, mais dans leur niveau de jeu, aujourd'hui, ils ont retrouvé ce talent qu'ils avaient perdu jusqu'à présent. Et c'est vrai que ce match sur 6 points contre West Ham va être un super match, je pense, parce que West Ham aussi, ça joue. Alors, ils ont des absents. Il y a Koufal, Bowen qui est absent à West Ham, donc c'est peut-être la chose. Mais Tottenham à la maison, ça joue beaucoup. Donc, je donne un avantage à Tottenham, mais je réserve une petite nulle quand même au cas où sur ce match-là.
Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile de départager les deux équipes dans le sens où elles ont le même nombre de points, elles ont, je pense, les mêmes objectifs et que ça reste un derby en plus, West Ham étant à Londres et le meilleur Tottenham c'est Nord de Londres. Donc, si j'avais pas mis mon triple sur le Classico, j'aurais mis dessus. Donc, il a fallu faire un choix et je mettrais plutôt du côté de West Ham, donc nul ou victoire de West Ham. Parce qu'ils sont plus réguliers depuis le début de saison par rapport à Tottenham qui arrive à faire peut-être des coups, mais en termes de régularité, West Ham. Ils prennent jamais de volée, ils sont même contre les gros, ils résistent, ils perdent des fois, mais beaucoup plus réguliers à la fois sur un match que sur l'ensemble de la saison selon moi. Émilie. Alors moi j'aurais dit Tottenham ou nul, tout simplement parce que Tottenham à domicile c'est pas trop mal, c'est vrai que c'est pas une sûreté, mais c'est pas non plus trop mal. Et puis Harry Kane, c'est vrai que c'est retrouvé, en particulier à domicile. C'est vrai que c'est le buteur providentiel à domicile, donc pour moi ça serait Tottenham ou nul, mais même si West Ham reste quand même un adversaire très très coriace et qui s'arrête pas de jouer jusqu'à la fin, quoi. Donc ça serait Tottenham ou nul en fait. Tottenham ou nul pour Émilie. Vous étiez à Oristano, c'est ça, hein, Oui. c'est du côté de la Sardaigne. Exactement. C'est cela, donc bon, vous aimez bien les bolognais. Oui. Et la bolognaise également. La bolognaise. Eh bien, je vais vous emmener manger une bonne bolognaise tout à l'heure, juste après la pause. On se retrouve dans... Allez, un court instant. Ça y est, nous sommes déjà dans la dernière partie de votre émission Feuille de match, toute dernière partie consacrée aux 5 dernières rencontres de la grille numéro 17 du Parion Sport L'Autofoot 15. Et je dois également vous rappeler que nous avons l'application Feuille de match que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes Android ou iOS. Et je peux vous dire que ça marche du tonnerre. Il y a une compilation de tout ce qu'on dit dans cette émission, les pronostics de Guillaume Michaud, ceux de Pascal Bon, ceux de Patrice Basile et les miens, et puis la synthèse que vous allez retrouver en fin d'émission. Vous pourrez également la retrouver dès la fin de cette émission sur l'application La Feuille de match. Messieurs, nous repartons avec vous, Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et notre invité Émilie Mavert, à qui j'ai promis une bonne bolognaise. Et à tout seigneur, tout honneur, je commence avec vous ce match numéro 10 entre Bologne et l'Atalanta de Bergame. De ces deux formations, il faut savoir que Bologne n'a plus gagné depuis le 15 décembre 2019. Ça aussi, ça fait beaucoup. Et quand on regarde l'historique des rencontres, on voit que c'est quand même très équilibré entre ces deux formations. 38 victoires pour l'Atalanta, 35 pour Bologne. Et il y a eu 29 matchs nuls. Pour moi, victoire de l'Atalanta à l'extérieur, victoire sèche. Alors Ronny, honnêtement, je vais vous suivre sur ce coup-là. Pour moi, c'est l'Atalanta. Je ne vois pas Bologne forcément gagner. Parce que pour moi, ils ne sont pas forcément au niveau. Mais pour moi, ça sera l'Atalanta. Pour sûr. Pour moi, l'Atalanta, ça reste une équipe niveau Ligue des Champions. Même s'ils sont que 7e en termes d'effectifs, ça reste intéressant. Bologne, ils n'ont pas tant de choses que ça à proposer. Ils ont un petit joueur frisson, c'est Marko Arnautovic, qu'on avait vu à l'Euro. C'était le monsieur qui insultait les mamans, mais qui était quand même assez talentueux malgré tout. Donc je mettrais comme la victoire pour l'Atalanta. Ils vont l'imposer difficilement pour moi, mais victoire quand même. En tout cas, c'est deux équipes qui, en ce moment, ont pas mal du mal à jouer un football intéressant, parce que Bologne, ça fait quoi, 9 matchs qu'ils n'ont pas gagné de match. Ils ont des joueurs suspendus. Atalanta, qui devrait être une équipe justement qui flamboie, qui a flamboyé en Champions League, ça fait longtemps aussi qu'ils n'ont pas gagné de match. Pourtant, ils ont un effectif quand même largement supérieur à Bologne. Donc, et puis je crois aussi que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ces deux équipes-là, ils ont fait 0-0. Donc c'est pas de bon augure pour ce match-là. Mais bon, je me dis que l'Atalanta, quand même, il va bien falloir qu'ils se réveillent, qu'ils essayent de justifier leur position de 7e dans ce championnat d'Espagne, qui effectivement est un petit peu bof en ce moment. Donc moi je dirais victoire de l'Atalanta, mais attention, s'ils s'endorment trop sous leur laurier, ça peut encore faire un 0-0, donc peut-être un petit nul à côté pour renforcer le truc. Mais c'est pas le match le plus attrayant à mon avis qu'il va avoir ce week-end. Oui, moi je reste sur évidemment ce que disait Guillaume. C'est une équipe qui n'est pas à son rang, en tout cas au niveau du classement, par rapport à ce qu'elle peut produire comme football. Aujourd'hui, elle sort d'une belle victoire face à Leverkusen. Leverkusen qui crée
qui a des difficultés au plus gros et une belle victoire avec un but de son milieu de terrain, Boga. Donc même si Muriel et les autres, bon, moi j'aime bien Malinowski, surtout sur ses centres et la précision de ses corners. Je pense que l'Atalanta n'aura pas de mal à remporter la victoire et donc avant qu'on puisse apprécier le dessert de la bergamote, on va manger la bolognaise d'abord. Messieurs, que dire de la rencontre numéro 11 entre l'AS Roma et la Lazio de Rome? C'est également un derby, c'est le derby de la ville éternelle. Le 30 avril 2017, c'est la date de la dernière victoire de la Lazio quand la Roma reçoit, puisque ces deux équipes partagent le même stade, si mes souvenirs sont bons, le stade Olimpico de Rome. Messieurs, regardez également l'historique des rencontres entre ces deux formations, c'est très équilibré, 46 victoires pour la Roma, 40 pour la Lazio et il y a eu 52 matchs nuls au total, 138 confrontations entre ces deux clubs. Là aussi, je ne vois pas, Émilie, de match nul. Pour moi, ce sera une victoire de la Lazio, ou enfin de l'AS Roma, ou encore une victoire de la Lazio de Rome. Alors j'aurais été tentée de dire ça. C'est vrai que ce sont deux équipes historiquement qui se valent, mais alors mon cœur va plus pour la Roma. Alors c'est vrai que la Roma n'est plus ce qu'elle était, mais c'est vrai que je penche peut-être un peu plus pour la Roma sur ce coup-là. Alors j'aurais dit un Roma au nul, mais je pense que pour moi la Roma peut le faire. Effectivement, deux équipes qui se détestent depuis tant d'années. Le match aller avait accouché d'un match spectaculaire qui a fini sur le score de 3-2 à l'avantage de la Lazio. Donc c'est des équipes qui vont pas lâcher ce match-là clairement, et là-dessus je suis un peu le conseil de Ronny, pas de match nul, victoire de l'un ou de l'autre côté, et malheur au perdant. Oui, moi je suis d'accord aussi. Je pense que ça va être effectivement un match spectaculaire. D'abord, c'est encore une fois un match à 6 points. C'est un derby. Alors moi j'ai mis carrément mon triple là-dessus parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué à pronostiquer ce genre de match. Pour moi, c'est le match où vont s'opposer un Abraham qui est très efficace en ce moment à l'AS Rome contre un Immobilier pareil qui va être qui sont les deux joueurs des deux fers de lance, on dit, dans ce genre d'équipe. Et apparemment l'AS Rome sans Mourinho qui est actuellement suspendu et qui est en tribune se déplace pas mal, enfin joue bien, et la Lazio de Rome, ça reste toujours la Lazio de Rome. Je crois que l'AS Rome sur 8 matchs il y a eu 4 victoires et 4 matchs nuls. Bon. Donc j'ai préféré prendre le triple parce que franchement, pour moi, ce match-là, je ne vois pas. Je ne sais même pas comment ça va se passer. J'espère que ce sera un bon match et je pense que ce sera un bon match. Pascal. Pour moi, c'est un match italien, un derby. C'est pas Real Barcelone. Ça va être très fermé, très cadenassé, avec deux équipes, on va dire, aux prétentions très, très modestes. Là, je vois, il y a une contre-performance. Bon, peut-être ça va changer, mais je vois une mauvaise opération de Rome en conférence. On n'est même pas en Ligue Europa. Et puis la Lazio, bon, c'est vrai qu'ils ont gagné un match en retard contre la Venezia. On dit, mais sur quoi? C'est un penalty d'Immobilier, c'est même pas une frappe d'Immobilier. Voilà. Tout le monde ici, on a beaucoup discuté sur le code de ce joueur, même s'il est le meilleur joueur, meilleur attaquant prolifique de la Lazio. C'est un match pour moi qui reste sur un triple. Il faut le voir comme ça. On peut pas dire qu'il y aura une victoire nette et claire. On est sur deux équipes qui savent que la défaite est interdite et qui n'ont pas forcément tous les moyens de pouvoir être très très offensifs et se découvrir à l'arrière. Donc pour moi, couverture complète, soit un match nul. Et, il sera même soporifique. Mais c'est un derby, mais il sera pas beau, il ne sera pas esthétique à mon sens. Il n'atteindra pas des sommets. Ce ne sera pas le Real Barcelone. On va partir en Allemagne, messieurs, avec ce Cologne-Dortmund. Cologne qui n'a plus gagné à domicile depuis le 19 décembre 2015. Regardez encore une fois l'historique des rencontres entre les deux formations. Les jaunes, donc les joueurs de Dortmund qui mènent 39 victoires à 28 contre 24 matchs nuls. Et moi, je vois la victoire de Dortmund. Maître Pascal. Oui, moi je suis pour le jeu, je suis pour le panache. Et là, le championnat allemand est relancé. On pensait le Bayern de Munich très très à l'aise, tranquillement. Et puis là, avec les matchs en retard, les récupérations, finalement, ils sont à 1 ou 2 points, ou 4 points, je crois. 4 points de Bayern. Donc attention, ça fait un moment que Bayern coince aussi sur des matchs nuls un peu compliqués. Donc je pense que Dortmund, et puis là, normalement, Haaland sera complètement... titulaire, il sera là dès le début du match. Donc pour moi, victoire à l'extérieur face à une équipe de Cologne quand même qui n'est pas si facile comme ça à manœuvrer. Une victoire étriquée de 1 ou 1-0, mais en tout cas une victoire à l'extérieur de Dortmund.
En tout cas, on se rend compte d'une chose, c'est que ce soit le championnat allemand, la Bundesliga, que ce soit le Calcio, et que ce soit la première ligue anglaise, les championnats sont extrêmement serrés. Et tant mieux pour le suspense. Alors du coup, effectivement, Pascal a raison, Dortmund se retrouve à 4 points du Bayern. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un Dortmund impérial qui va écraser Cologne, qui est une belle équipe, qui a fait une belle saison, hein, 7e, c'est pas mal, et avec un Haaland qui revient parce que ça faisait un moment qu'il n'était pas là. Mais il y a aussi des Royce, il y a aussi des Wolf. Et c'est vrai que Dortmund, j'ai l'impression, choisit un peu ses matchs. Donc en ce moment, ils ont intérêt à gagner. Alors, moi, je suis parieur, je vais évidemment donner la préférence à Dortmund. Et puis, je vais dire, bon, au cas où, parce que je sais que ça arrive des fois, Dortmund, ils ont des petites pannes, ça arrive aussi. Et que Cologne, attention, est une équipe qui joue. Je vais mettre un petit nul en réserve. Donc, je mets victoire de Dortmund, bien sûr. Et puis, si j'ai la possibilité, je mets un nul derrière. Voilà. Moi, je pense que Cologne, ils sont un peu comme leur attaquant Anthony Modeste. Voilà, c'est une équipe qui est censée se trouver dans ces places-là. Donc, avec Haaland qui est censé revenir à 100%, j'espère, et qui espère être transféré cet été. Donc, il a besoin de montrer sa valeur. Donc, je mettrais. Transféré où? Enfin, il y a beaucoup de clubs. Donc, qu'on n'a pas. on parle du Real, de Paris, de City et de Barcelone, mais apparemment City aura un petit avantage grâce à leurs finances. Donc affaire à suivre. Cet été, ce sera sûrement le feuilleton. Mais voilà, Dortmund va l'emporter, je pense, ce week-end et ça va bien se passer, je pense. Ouais, je pense que Dortmund va l'emporter. Après, depuis le début du Covid, j'ai remarqué un peu qu'en termes de sport, il n'y a plus aucun favori en fait vraiment. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire telle équipe va forcément gagner. Alors après, moi, sur ce match-là, j'aurais davantage à dire que Dortmund va gagner. Pour moi, je ne sais pas si je vois vraiment un Dortmund ou nul, mais je vois plus Dortmund gagner. Mais c'est vrai que les favoris sont un peu compliqués à décerner. Exactement. Match numéro 13, on va repartir pour le coup en Angleterre avec ce Nottingham Forest. Liverpool, ça nous rappelle les années que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, c'est clair. Donc Émilie ne connaît pas Nottingham Forest qui a gagné d'ailleurs. Des poteaux carrés, c'est ça? Nottingham Forest qui a gagné d'ailleurs plus de Ligue des Champions que de championnat. C'est une particularité de cette équipe. C'est l'inverse de Paris, quoi. Pardon? C'est l'inverse du PSG. C'est exactement l'inverse de Paris Saint-Germain. Pour le coup. Et regardez l'historique des rencontres entre les deux formations, messieurs. Pour Liverpool, c'est 32 victoires, 13 seulement pour Nottingham Forest et 20 matchs nuls. Au total, 65 confrontations entre ces deux clubs. Sauf que là, il ne s'agit pas de championnat, mais il s'agit de Cup. Et là, en Cup, tout le monde va vendre chèrement sa peau. Sachez quand même que Nottingham n'a plus battu Liverpool depuis le 23 mars 1996. Donc pour moi, sans hésitation aucune, je vois la qualification de Liverpool avec une victoire à la clé. Voilà, la victoire. Oui, je pense que ce match sera compliqué parce qu'on est sur le match de Cup, de coupe. C'est vrai qu'on a l'impression que Nottingham, il survole ce qu'on appelle la deuxième division. La Championship. La Championship. Ils sont tranquilles dans ce classement. Et peut-être ils vont aborder en toute décomplexion, on va dire, ce match-là face à Liverpool aujourd'hui. Et je ne présume pas encore le papellerie, mais on a un Liverpool qui est... aller au-dessus. Ils marchent sur l'eau. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'ils font et je vois pas le petit grain de Nottingham pouvoir enrayer la marche et les rouages de cette machine impressionnante en Cup. Alors, moi j'ai toujours l'habitude de dire que les matchs de coupe sont très différents des matchs de championnat, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même enjeu. Ça fait plaisir de voir Nottingham Forest, c'est vrai que ça nous rappelle des beaux souvenirs. Ah oui. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle. N'oublions pas quand même que Nottingham Forest a sorti Arsenal de cette coupe. Je crois qu'ils ont sorti Leicester aussi de cette coupe. Donc même si Liverpool marche sur l'eau, et c'est vrai que aujourd'hui ils sont en train de rattraper City et que même Salah au repos il gagne quand même. Non, c'est vrai que c'est un match qui peut tout peut arriver. Mais bon, moi en tant que parieur, je peux que donner Liverpool comme vainqueur sur ce match parce que il y a quand même une grosse marge d'écart, sauf si Liverpool fait tourner. Mais ça, on ne sait pas. Donc moi, je vais quand même donner vainqueur Liverpool. Au final, il n'y aura pas de prolongation, ce sera sec. Après, je sais pas, on parle de Nottingham Forest premier de Championship. Je sais pas si c'est un gage de qualité technique, honnêtement. Tandis que côté Liverpool, voilà, c'est une équipe, on en parle chaque semaine, c'est beau à avoir joué, c'est puissant, c'est rapide, c'est offensif. Donc pas photo. Hein. Pour moi, c'est le pari sûr de la grille. Victoire de Liverpool.
Pour moi aussi, ça serait une victoire de Liverpool. Alors après, s'ils font tourner, peut-être que ça ira en prolongation, mais j'en suis même pas sûr. Donc pour moi, ça serait Liverpool aussi. Ce sera Liverpool aussi. Match numéro 14 et dernier match de la grille. Il va opposer Southampton à Manchester City. 31 victoires pour les Mancuniens, les Citizens, clients tout à l'heure que vous allez devoir défendre, notamment son entraîneur, Pep Guardiola. 24 victoires pour Southampton et 21 matchs nuls entre ces deux formations. La dernière victoire de Southampton à domicile, ceci remonte au 5 juillet 2020. City est largement favori. À mon avis, City devrait s'imposer là aussi. Alors c'est vrai que cette grille-là, on pourrait dire tranquillement City l'emporterait à Southampton. Bon, on a vu aussi, c'est pas le Swasuelo d'Angleterre, mais on sent bien quand même que souvent Southampton s'est joué les coups face aux grosses équipes de cette première ligue. Et ça peut être le cas en enrayant peut-être via un match nul face à City et qui permettrait, comme je l'ai dit, de continuer à avoir un petit peu de panache sur cette première ligue en voyant Liverpool se rapprocher. Mais pour autant, soyons sérieux, voilà, on a un entraîneur, on a une équipe qui est en capacité de pouvoir s'imposer dans son rang. Les stats en tout cas prouvent depuis quelques mois, malgré peut-être les grincheux, que City est toujours au rendez-vous, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Ils mènent la danse, finalement, même s'ils se rapprochés derrière, mais ils sont toujours devant. Donc pour moi, petit avantage quand même à Manchester City, victoire extérieure ou aller peut-être une contre-performance, un match mais jamais une défaite face à Southampton. Si Guardiola avait besoin de mettre bon pour se défendre, c'est qu'il y a le feu à la maison. Le feu. Enfin, il faut faire attention. Parce qu'effectivement, Man City, qui sont allés faire match nul contre Crystal Palace, ça veut dire que quelque part, ils ont l'impression que ça y est, c'est bon, ils sont arrivés. Alors que non, pas du tout, parce que Liverpool, derrière, arrive à fond. Et ce match contre Southampton, au contraire, est extrêmement important, parce que c'est un match qui compte 3 points, et qui, aujourd'hui, les points comptent double aujourd'hui quasiment. Donc non, je pense que Southampton, qui a perdu ses 3 derniers matchs en plus, ne va pas faire le poids contre une équipe de City remontée et qui a vraiment envie de gagner ce championnat. Et ce match-là, pour moi, il n'y a pas photo. C'est City sec. Bah, clairement, pour moi, les coéquipiers de Danny Ings, depuis le début de saison, il y a 0 coup d'éclat, ils ont gagné aucun gros. Donc je vois pas pourquoi il le ferait contre City. Donc clairement, puis on dit à City en crise, si t'es premier et que t'es en crise, bon, à un moment donné, faut relativiser les choses. Donc Manchester pour moi, sans problème. Émilie. Franchement, j'aurais pas grand chose à dire à part Manchester. Hein. Je vois pas forcément le match nul ou la défaite sur ce coup-là. Donc pour moi, ça sera City. City, sans hésitation aucune. A priori, les Citizens devraient faire le job et empocher cette qualification également pour les demi-finales de la Cup, messieurs. Merci, messieurs, dames. Merci pour toutes ces informations que, bien évidemment, on va compiler et nous allons vous proposer tout à l'heure une synthèse. Vous avez les pronostics de chacun d'entre nous, mais vous allez avoir en fin d'émission la synthèse des pronostiqueurs. Tout à l'heure. Pour l'instant, eh bien, on va le dire tout simplement et tout sobrement. Parole à la défense. Et Maître Pascal Bon, votre client n'est autre que Pep Guardiola, accusé de dilapidation des points des Citizens. Mais oui, Oni, quelle joie, quel honneur pour moi de défendre. Allez, c'est pas Galtier, mais ça reste Pep Guardiola. Un petit entraîneur qui fait pas mal de stats, puisqu'on va parler chiffres apparemment, en points. Et on va parler aussi d'accusation de dilapidation. Donc quel est le contexte? Le contexte, bien évidemment, c'est la situation actuelle de la Première Ligue où on voit fondre l'ogre Liverpool vers celui qui est encore le maître du jeu, City, plus qu'à 1 point, suivi par l'équipe de Liverpool. Donc c'est un peu le contexte qui fait peut-être penser au grincheux, je l'ai dit tout à l'heure, que cet entraîneur soit celui qui dilapide les points. Alors pourquoi? Parce que sur les 5 dernières rencontres, évidemment, on enregistre 5 victoires de Liverpool. La machine, et derrière, ça coûte un peu plus à City, puisqu'il y a 3 victoires, 1 match nul et une défaite. Mais une fois qu'on a dit tout ça, la qualification, c'est bien dilapider, donc ça veut dire gaspiller, détruire ces points-là. Déjà, l'accusé, c'est bien Pep Guardiola et pas City.
Si on parle de Pep Guardiola, déjà, moi j'ai trouvé les stats, on est déjà à plus de 270 victoires, 35 matchs nuls et seulement 51 défaites. Alors que peut-être, si on compare avec qui? Avec Klopp. Klopp, c'est seulement 220 victoires, 75 nuls et 61 défaites. Donc, déjà, là, super classe. En tout cas, pour lui, c'est pas dilapidé et les points. C'est-à-dire aussi que quand on compare le championnat anglais et le championnat, City est déjà à 70 points. À Paris, on est à quoi? On est à 59 points ailleurs. Non, on est sur un rythme Première Ligue qui est au-dessus. Donc forcément, peut-être qu'on a des attentes au-dessus du lot par rapport à City. Et c'est vrai que City, le rendez-vous, c'est bien évidemment l'heure de rendez-vous, l'heure de vérité. Si on veut compter les points, c'est le 10 avril prochain. Je vous donne rendez-vous pour le match retour. Et j'ai envie de dire qu'il faut peut-être revenir sur le match aller, où il y a eu un éclat, c'était encore un match de gala, de partout, avec Salah et Mané qui avaient marqué. L'autre côté, c'était De Bruyne et Foden. Donc voilà, on est en première classe, messieurs, ceux qui prennent Corsair, on est au-dessus du lot. Donc on peut comprendre cette envie de pouvoir accuser Pep Guardiola, mais je le dis, en termes d'entraîneur, au niveau statistique, au niveau de points, c'est ce qui fait mieux dans le monde entier. Merci. Messieurs, dames. Bah, c'était net et précis. Hein. C'était argumenté par les chiffres. Moi, je préfère m'appeler Guardiola que Pochettino, personnellement. Alors, c'est vrai que moi, je trouve qu'on dit que c'est Manchester City qui dilapide des points, mais c'est pas ça. C'est Liverpool qui gagne des points, qui n'arrête pas de gagner. C'est ça la vérité. Donc, et c'était le moyen qu'ils avaient trouvé pour être champion, c'était de gagner tous les matchs. L'année où ils sont champions, rien ne les arrête en fait. Et City, c'est que Guardiola, quand il peut pas gagner, parce que c'est un jeu de possession, des fois il a pas d'occasion, ça rentre pas, ça fait 1-0-0, 1-1, bon ça arrive. Voilà. Après, je rajoutais peut-être quelque chose que j'ai pas dit d'après Loris, c'est la force tactique de Guardiola. La force à Klopp. Klopp, c'est le jeu total. Oui. On attaque. Mais la différence avec les autres entraîneurs, c'est que lui, il a cette capacité à s'adapter à l'équipe adverse. Et toujours trouver une solution. Et donc, lui, il n'est pas là pour gagner 3-0, mais il est là pour faire toujours un but de plus que l'équipe adverse. Exactement. Et l'efficacité, pour ça qu'il est champion en titre en Première Ligue. Et considéré aussi comme l'un des meilleurs entraîneurs. Voilà, c'est ça. Enfin, je suis pas inquiet pour son poste. Hein, Les amis, voici est venue l'heure maintenant de vous présenter la synthèse de cette grille numéro 17 du Parion Sport Loto Foot 15. Il y a 500 000 € à aller chercher et on va vous aider à aller les chercher. On vous propose cette grille qui vaut 96 €, en tout cas pour la valider 96 €, mais qui peut rapporter quand même 500 000 €. Allez, c'est parti. Match numéro 1, Marseille-Nice, le 2. Match numéro 2, Reims-Lyon, le 2 également. Rennes-Metz, le 1. Bordeaux-Montpellier, le 1 et le 2. Angers-Brest, le N. Lorient-Strasbourg, le 2. Real Madrid-FC Barcelone, le 1, le N et le 2. FC Séville-Real Sociedad, le 1 et le 2. Tottenham-West Ham, le N et le 2. Bologne-Atalanta de Bergame, le 2. AS Roma, Lazio de Rome, le 1 et le 2. FC Cologne, Borussia de Dortmund, le N et le 2. Nottingham Forest, Liverpool, le 2. Et Southampton, Manchester City. On vous propose également le 2. Je rappelle quand même qu'il s'agit de la synthèse, mais que chacun d'entre nous vous a livré ses pronostics en cours d'émission. Merci Pascal Bon. Merci Ronnie. J'ai promis de pouvoir amener un joueur du GFC, mais ils sont un peu timides, donc je fais un appel solennel en direct. Il faut trouver les moyens de venir à mes côtés un de ces jeudis pour pouvoir parler de ce qu'on fait aussi tous les mercredis, tous les lundis au GFC à Oude-la-Chapelle. Peut-être jeudi prochain, puisque c'est vous qui serez en lieu, et en tout cas à ma place, tout simplement. Merci. Pascal, Patrice Basile. Je dis bravo à nos équipes françaises, donc que ce soit Marseille ou Lyon qui se sont qualifiés cet après-midi. Et retrouvez-nous sur l'application Live de Match où là, on vous donne toutes les explications pour gagner 500 000 €. Guillaume Michaud. Je rajouterais juste que vous pouvez revoir l'émission sur YouTube, tout simplement. Voilà. Et puis Émilie Mavert pour conclure. Eh ben, merci de m'avoir reçu. J'ai pas plus de choses que ça à dire. Et puis, ça a été un réel plaisir d'être avec vous en ce jeudi après-midi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Émilie? C'est de trouver un club, de rebondir très vite? Oui.
Voilà. Ça serait ça. Juvisy, le Paris FC, le Paris Saint-Germain, Lyon, il y a Il y a l'embarras du choix. Après, honnêtement, mon cœur est plutôt en Italie, mais si c'est l'Italie, ça me va aussi. Très bien. On vous le souhaite en tout cas. Merci à vous. Et puis bonne soirée sur les antennes d'Éclair TV. Bien évidemment, on se retrouve jeudi prochain, même heure et j'ai envie de dire même antenne.